Écoutez, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur l'annonce sur les algorithmes de ciblage dans le SNDS et l'annonce des lauréats de la seconde vague du projet BOA. Euh, alors, cette conférence sera constituée d'un enchaînement de présentations assez courtes. D'abord, pour contextualiser le projet BOA dans la démarche open source à la fois du LZHub et du ministère de la Santé et dans le lien avec la société civile, notamment via France Asso Santé. On parlera ensuite, les intervenants reviendront ensuite également sur l'incarnation du programme BOA dans l'appel à la manifestation d'intérêt. Il va amener naturellement ensuite à la présentation d'un certain nombre de lauréats des 2 premières vagues de l'AMI. Le témoignage d'un projet de la première vague de l'appel à la manifestation d'intérêt, le projet Dionysos, puis l'annonce et la présentation par chacun des lauréats de la seconde vague de l'appel à manifestation d'intérêt. Alors, cet événement sera enregistré, donc le replay sera disponible d'ici une quinzaine de jours, je crois. Normalement, pour les participants en ligne, il y a un système de chat public. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et pour ceux qui connaissent la réponse, n'hésitez pas à répondre pour ceux qui en sont certains. Euh, on, on pourra prendre un certain nombre de questions à la fois de la salle et des participants à distance lors d'un moment dédié à la fin de l'intervention. Voilà. Écoutez, si tout le monde est prêt, on avance sur la première intervention où je vais simplement vous présenter le, le programme BOA et contextualiser un peu dans la démarche open source du HDH. Et j'ai oublié le pointeur. Et bien sûr là-bas. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de BOA, quand on parle d'algorithme de ciblage? Déjà, définissons l'objet principal. Les algorithmes de ciblage dans le SNDS sont des règles, des méthodes ou des programmes qui permettent de repérer sur la base de certaines données du SNDS, donc du Système national de données de santé, les personnes dont l'état de santé présente une ou plusieurs caractéristiques recherchées, typiquement des pathologies, des handicaps, etc. Ces algorithmes de ciblage-là sont des outils qui sont essentiels pour analyser correctement les données, pour les analyser de manière fiable et reproductible, notamment parce qu'ils permettent de constituer, à la base des études de santé publique, permettent de constituer les populations d'études de manière reproductible. Alors ces algorithmes de ciblage, ils sont bien sûr l'objet d'une recherche très active. Déjà, et en particulier via le réseau RedSiam, qui est un réseau constitué en 2014 d'experts qui se retrouvent pour analyser de manière critique ces algorithmes et proposer des algorithmes de ciblage sur un certain nombre de thématiques. Et Emeline Hendrix aura l'occasion de revenir sur le sujet un peu plus tard lors de l'événement. Euh, vous voyez par exemple des publications récentes sur des algorithmes de ciblage sur le cancer de la prostate résistant ou sur les limitations visuelles. C'est vraiment des outils essentiels et sans cesse renouvelés pour analyser de manière fiable les données du SNDS. Toutefois, malgré leur importance et leur intérêt pour la communauté, subsiste encore un certain nombre d'obstacles à leur développement, à leur utilisation plus large et leur utilisation partagée par l'ensemble de la communauté. D'une part, les données du SNDS, les données d'assurance maladie sont assez complexes, bien sûr, et il est très difficile de mettre au point des nouveaux algorithmes, d'autant plus que les prises en charge changent régulièrement. Et il est donc très difficile, enfin, les algorithmes de ciblage doivent donc être sans cesse renouvelés avec le besoin de compréhension, de connaissances expertes du SNDS, mais aussi de connaissances expertes médicales. Ensuite, malgré la publication de nombreux algorithmes de ciblage, il manque encore bien souvent des éléments pour les réutiliser de manière optimale. Il manque de la documentation, souvent il manque une implémentation qui permettrait de les réutiliser de manière simple, y compris quand on n'est pas familier de la thématique ou de la pathologie abordée. Et le troisième point, qui est un point critique, c'est qu'il est très difficile, très long et très coûteux généralement de valider ces algorithmes, ou plus précisément de les évaluer. Euh, Typiquement, c'est déjà assez difficile de concevoir un algorithme à partir des connaissances théoriques et des connaissances médicales, des connaissances sur les données qu'on peut avoir, mais pouvoir quantifier ses performances en termes de précision, en termes de rappel, en termes de j'ai oublié les mots en français, positive predictive value, peu importe,
Ça est très difficile et nécessite généralement le chaînage avec des sources de données extérieures qui servent de gold standard. Tout ça étant très compliqué, l'objectif du projet BOA, c'est de mutualiser les efforts de la communauté et de soutenir les efforts de la communauté dans le développement, la mise à jour et la validation d'algorithmes de ciblage dans le SNDS, et de mettre en place une bibliothèque open source d'algorithmes qui seront clairement documentés, qui seront implémentés, qui seront partagés à tous pour la revue, pour l'amélioration, pour vraiment constituer un socle d'algorithmes de ciblage qui seront facilement réutilisables par l'ensemble de la communauté et et qui seront suffisamment documentés pour être facilement réutilisés. Ce projet BOA, donc pour bibliothèque open source d'algorithmes en santé, incarne en premier lieu par un appel à manifestation d'intérêt, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a un appel à un AMI qui se structure en 3 vagues, dont Charlotte Avril parlera un peu plus tard lors de l'événement également. En 3 vagues, une ayant eu lieu à l'automne 2021, une ayant eu lieu, qui s'étant terminée cet été, et une qui se terminera à l'automne 2022. Et cette AMI vise justement à sélectionner des projets de validation ou de mise au point de tels algorithmes de ciblage qui viendront alimenter la bibliothèque open source et qui bénéficieront d'un accompagnement dédié par le Health Data Hub dans cette optique de mutualisation des efforts, de constitution d'un socle d'outils fiables et reproductibles et de promotion de manière générale de l'open source dans la recherche sur les données de santé. Alors vous voyez ici quelques lauréats de la première vague. Donc vous avez peut-être également entendu parler du projet ALIA qui porte sur les sous-types d'AVC hospitalisés et qui est porté notamment par l'équipe Repère, Santé publique France et le CHRU de Brest. Le projet Dionysos dont on parlera tout à l'heure grâce à Pauline Boscolevi sur la sclérose en plaques. Le projet Emiralgo sur des maladies inflammatoires systémiques rares et le projet Poséidon sur l'orthopédie et notamment les chirurgies rachidiennes et de l'épaule sont des projets de validation d'algorithmes de ciblage sur ces thématiques-là et qui vont considérablement apporter à la communauté en termes de fiabilité dans la constitution des populations d'études. Alors ce projet, il s'inscrit dans une démarche open source à plusieurs niveaux. Déjà dans une démarche open source menée par le Health Data Hub depuis sa création, et qui est importante pour nous, toujours dans cette logique de mutualisation des efforts, de mutualisation des ressources, de la documentation, des connaissances, avec un certain nombre de ressources qui sont déjà ouvertes et d'autres qui le seront à venir. Vous pouvez voir la documentation collaborative, un forum d'entraide, des données synthétiques, une cartographie des acteurs de l'écosystème du SNDS. Toutes ces ressources qui sont construites en collaboration avec de nombreux contributeurs et notamment le soutien actif et la participation active de structures telles que l'adresse Santé publique France, la TIH, RETIEM, les ARS, etc. Et voilà, cette démarche open source qui est menée par le Health Data Hub s'articule avec beaucoup d'autres initiatives de la communauté, en particulier avec la démarche open source du ministère de la Santé, donc Claude Dissot nous parlera dans un instant, mais aussi avec le partenariat pour un gouvernement ouvert et la collaboration avec la société civile, notamment avec France Asso Santé. Et je vais laisser la parole à Arthur Dauphin pour en parler sur ce point. Merci beaucoup et bonjour à tous. Et excusez-moi de ne pas être présent avec vous, malheureusement en présentiel. J'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, l'idée de cette courte introduction, on va dire, c'est aussi de rappeler l'importance que l'open access, l'open data a comme principe, en tout cas, et comme mécanisme, au-delà aussi du cercle et d'écosystème d'experts et de spécialistes que vous pouvez constituer aujourd'hui. L'importance que ça a à la fois pour les usagers de la santé, mais de manière plus générale pour les citoyens. Et donc, c'est vrai qu'on est très fiers de porter un certain nombre de partenariats et de projets en commun avec le Health Data Hub, notamment à travers sa direction citoyenne, sur des projets pour créer une culture de la donnée, par exemple. Et c'est vrai que les sujets des données de santé, c'est un sujet qui, de longue date, fait partie des questions, des enjeux identifiés par les associations d'usagers de la santé qu'on représente à France Asso Santé. Donc, on en a fait des
on va dire, des volontés politiques, certes, mais c'est bien d'en parler et c'est mieux de le faire. Et donc, c'est vrai qu'on remercie encore le FDATUB qui nous a accompagnés de très près pour la réalisation notamment d'une étude, Vivre Covid-19, qu'on a réalisée du coup, grâce à eux sur 2 ans, une étude de cohorte avec près de 5400 participants. Et dont on a fait de l'open data, notamment de la mise du coup en open access d'un certain nombre de ces données, que ce soit du protocole d'étude et des résultats des data. On en a fait un axe important de la doctrine éthique sur laquelle on s'est mis d'accord avec l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés dès le début. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et donc, dans le même sens, les réalisations du projet BOA, c'est aussi ça finalement. On en parle et le faire, c'est mieux. Et donc, c'est vrai que ça rejoint des engagements, comme on disait, alors ce qu'on dit PGO, Partenariat pour un gouvernement ouvert, donc qui est, on va dire, un mouvement international auquel la France participe et pour lequel le FDATUB a formulé un certain nombre d'engagements. Et donc, le but finalement de ce partenariat pour un gouvernement ouvert, c'est de promouvoir partout la participation de la société civile, l'écoute des citoyens et une plus grande transparence du coup dans les actions publiques. Et donc, on a la chance, et je les remercie encore, grâce au FDATUB, d'être en tout cas un des acteurs de la société civile impliqué dans la réalisation de ces engagements, et en particulier pour créer une culture de la donnée et promouvoir l'open data, l'open access. Donc, au-delà finalement, effectivement, de juste ces cercles d'experts, parce que finalement, ça représente beaucoup. L'open data, l'open access, c'est un élément de confiance pour les usagers, alors qu'ils ne comprennent pas forcément bien ce que c'est que la recherche, ce que c'est que les données. C'est en tout cas une matérialisation aussi d'une avancée collective vers l'intérêt général, au service de l'intérêt général. Et ça, c'est très important aussi, de pouvoir le matérialiser, de pouvoir le visibiliser auprès des citoyens et des usagers de la santé. Et donc, finalement, ce projet BOA, c'est comment mieux utiliser aussi ce trésor national, finalement, pour nous, qui est le SNDS. Et donc, il y a aussi une responsabilité collective, une vraie attente forte de la part des usagers pour qu'on fasse tout ce qui est en œuvre au maximum pour, en tout cas, en tirer le meilleur, et ça, pour le bien de tous. Merci beaucoup Arthur pour cette intervention. Je vais appeler Claude Gissot, qui est directeur de projet AMDAC au ministère de la Santé et de la Prévention. Il va pouvoir prendre un micro et nous parler de l'articulation du projet BOA avec la feuille de route AMDAC justement au ministère de la Santé et de la Prévention. Adresse. Bien le petit indispensable de ce genre d'exercice. J'espère que vous m'entendez tous. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le cadre général qui est appliqué maintenant au ministère de la Santé et des Solidarités. Alors, je ne sais pas combien on aura de ministres d'ici quelques jours, mais néanmoins, on couvre à la fois le champ santé et le champ solidarité. Je pense que c'est un point important puisque ça permet à la fois d'avoir une vision vraiment sur l'ensemble. Et puis, on sait très bien que le lien entre santé et solidarité et les aspects sociaux, etc., sont très importants. Et donc, c'est bien de travailler ensemble. Alors, juste un petit rappel un peu historique du mouvement d'open data et de manière générale d'open source. Donc, on est remonté assez loin. Vous allez voir la Locada et CNIL de 78. Et évidemment, je vois qu'on est beaucoup de nombreux jeunes dans la salle, et donc vous n'avez pas connu ça, mais néanmoins, c'est un point important parce que c'est quand même le point de départ où la question de la donnée et de la donnée individuelle est devenue un enjeu pour l'ensemble de la société. Mais ce qui concerne l'open source, on a daté plutôt à la création d'Etalab en 2011, le démarrage, avec évidemment ensuite la loi pour une république numérique. Et ensuite, et plus récemment, la relance qui a été faite autour de ça à travers le rapport Botorel et qui s'est traduit alors par des choses un peu plus, j'allais dire, concrètes, entre guillemets. Si on peut parler d'une circulaire du Premier ministre qui est une chose concrète, mais néanmoins, c'est une chose qui a évidemment lancé le mouvement et qui a considéré que l'open source était un élément stratégique et il fallait accélérer sur ce point. Et en 2021, et donc en mai 2021, dans chaque secteur ministériel a été évidemment nommé un administrateur ministériel des données. Derrière, dans les semaines qui ont suivi, chaque ministère a mis en place et écrit une feuille de route concernant cet ensemble de choses, feuilles de route qui ont été publiées
en septembre 2021, qui sont évidemment publics, que vous pouvez évidemment retrouver. Je vais en parler tout à l'heure. Et évidemment, et de fait, le directeur de la recherche, de l'évaluation des études et des statistiques au ministère de la Santé et de la Solidarité a été nommé administrateur ministériel des données pour le secteur en question. Et donc, en l'occurrence, Fabrice Langlard. Et donc, alors c'est un peu particulier, ça ne s'est pas toujours passé comme ça dans différents secteurs. Des fois, c'était plus orienté numérique, des fois, c'est plus orienté côté statistique, mais c'est un peu selon les cas. Évidemment, tout ça se fait dans un cadre interministériel. Donc, la DINUM, donc Direction interministérielle numérique, évidemment, assure une gouvernance chapeau autour de tout ça, à la fois à travers un comité interministériel de la donnée, des comités de pilotage, des comités stratégiques, etc. Donc, ça, c'est très important, évidemment, de se rendre compte qu'on cherche à avoir en tout cas une application un peu cohérente dans l'ensemble des secteurs ministériels, ce qui n'est pas toujours évident à faire, puisqu'évidemment, chaque ministère se considère un peu différent, mais pour ceux qui utilisent la donnée dans différents secteurs, ça va très bien que les problèmes soient à peu près les mêmes partout, et qu'il faut évidemment s'appuyer sur l'expérience des uns et des autres pour aller plus vite et pour être plus efficace. Il y a des documents que vous pouvez consulter, des documents de référence qui sont les cadres interministériels, l'administration des données et des algorithmes des codes, et la feuille de route, donc les feuilles de route, puisqu'il y a la feuille de route du ministère de la Santé et de Solidarité, mais il y a bien sûr l'ensemble des feuilles de route, et c'est tout à fait intéressant de voir l'ensemble des... alors, je ne vais pas décrire toutes les actions qui sont menées, il y a de nombreuses actions, il y en a au moins une quarantaine, donc on ne va pas peut-être simplement... ce qui nous intéresse, c'est d'un peu de les catégoriser et de regarder nos objectifs et nos grands objectifs qu'on a à mener. Alors, il y a des actions qui s'adressent plutôt aux équipes en interne, c'est-à-dire faire monter la compétence interne entre guillemets de l'administration autour de ces questions-là. Et donc, on retrouve développer le capital humain, bien évidemment, c'est-à-dire développer des formations, développer l'appétence vis-à-vis de la donnée, développer la compréhension des données, etc., etc. Et donc aussi partager des expériences là-dessus. Il y a évidemment des soutiens à des projets spécifiques data. Donc là, on en a quelques-uns, mais je ne vais pas en citer là. Mais enfin, si je peux en citer là, d'ailleurs, on peut. Aujourd'hui, on cherche à développer l'utilisation de la DSN, de la déclaration sociale nominative, qui décline les salaires et donc les cotisations professionnelles des gens, etc., et de le développer dans l'ensemble des secteurs pour l'ensemble des choses et de pouvoir l'utiliser davantage. Et on sait très bien, par exemple, que dans le cadre du SNDS, on n'a aucun élément du gradient social et que c'est un obstacle à un certain nombre d'études et d'analyses qui permettraient d'améliorer la prise en charge santé de cette affaire. Et bien évidemment, ça se traduit par d'autres actions, mais c'est évidemment le point principal. Ensuite, il y a la question de l'ouverture, qui est l'objet un petit peu, entre guillemets, d'aujourd'hui, à la fois l'ouverture des données publiques et puis l'ouverture des codes. Donc là, évidemment, nous serons en demande d'établir un plan d'ouverture qui va couvrir à la fois le secteur ministériel au sens du ministère et des administrations, mais aussi les organismes qui en dépendent, c'est-à-dire le champ de l'application de cette politique, elle s'applique aussi aux organismes qui dépendent du ministère de la Santé et de la Solidarité. Et donc, on se retrouve avec, effectivement, y compris d'ailleurs le SATM, mais évidemment, que ce soit Santé publique France, que ce soit les caisses de sécurité sociale, etc., etc. Tous ces organismes-là vont entrer dans ce système-là. Donc, d'ailleurs, nous, on a commencé à en faire le tour pour essayer, évidemment, de mettre en œuvre avec eux l'ensemble des feuilles de route. En général, tous ces organismes, ils ont contribué à la feuille de route. Donc, ce n'est pas un sujet. Donc, on a déjà commencé à travailler avec eux et ça devrait pouvoir permettre de davantage ouvrir les données, les valoriser et permettre leur réutilisation, etc. Pour les codes, alors, on part de plus loin, vous le savez d'ailleurs, puisque c'est aussi l'objet de cet appel à manifestation d'intérêt. On part d'un peu plus loin, c'est plus difficile, c'est une pratique qui est moins ancrée dans le fonctionnement, etc. Et donc, évidemment, on va essayer là aussi de promouvoir le dépôt de codes en ligne, etc. et le plus ouvert possible, qui évidemment pose un ensemble de sujets de propriété intellectuelle et de retour sur investissement pour les gens qui ont travaillé. Mais c'est absolument important qu'on travaille sur la plus grande capacité de réutilisation, à la fois parce que ça permet à l'ensemble du collectif d'avoir de bonnes références et d'avoir des algorithmes qui sont de qualité validés, etc., comme l'a précisé Romain tout à l'heure, mais aussi de pouvoir les utiliser de la meilleure façon possible.
Et puis le dernier point, c'est renforcer le partage des données et la circulation des données entre les acteurs. Alors, là aussi, je parle des gens qui connaissent un peu le sujet, c'est-à-dire dès qu'on cherche à faire des appariements avec le SNDS, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours rapide, ce n'est pas toujours, etc. Donc, il faut là aussi travailler sur la façon de pouvoir faire ça. Alors, c'est à travers le SNDS, bien entendu, mais c'est à travers aussi l'utilisation des données pour les services. L'AMDAC, il couvre à la fois la partie statistique, mais aussi l'utilisation des données pour la création de nouveaux services et l'utilisation également de données personnelles pour la création de services. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la solidarité à la source. Donc, pour parler de la solidarité à la source, c'est-à-dire définir les critères qui permettront aux gens d'avoir les prestations non pas en les demandant, mais automatiquement parce qu'ils rempliront un certain nombre de critères, il va falloir partager des données à un niveau individuel et personnel. Donc tout ça, ça fait partie évidemment du champ et on a beaucoup de questions aussi là-dessus, même si ça intéresse moins le sujet du SNDS en trique, puisque le SNDS ne sert pas à alimenter des décisions individuelles, comme vous le savez, en tout cas, j'espère, vous le savez tous. Voilà, donc je passe sur le Covid que vous connaissez. Voilà, l'adresse en réalité qui est AMDAC, pour nous, voilà, c'est un peu notre feuille de route, en tout cas, ou nos mantras, je ne sais pas comment il faut dire. Donc, être un point d'entrée dans le ministère pour les sujets données, algorithmes et code source. Alors, quand je dis être un point d'entrée, bien sûr, ce n'est pas le seul point d'entrée, mais néanmoins, là-dessus, on peut chercher entre guillemets, à bien connaître les choses et à pousser dans certains endroits et puis mettre de l'huile dans les rouages à d'autres, etc., etc. En tout cas, connaître tout ça. Bien sûr, animer et coordonner les parties prenantes pour faire la feuille de route. Et puis, là aussi, travailler. Alors, évidemment, on est ici avec le Health Hub, bien entendu, qui a son propre rôle dans cette affaire-là, évidemment, et la coordination avec le ministère, évidemment, se fait. Mais organiser l'animation de l'écosystème, des réutilisateurs, des données et des codes sources pour finalement faciliter, identifier les jeux de données, identifier les algorithmes, identifier, etc., qui permettent d'une part de les partager, d'essayer de promouvoir des bonnes pratiques ou des standards, ou en tout cas, etc. Alors, encore une fois, l'AMDAC, il n'est pas prescriptif au sens strict, c'est-à-dire qu'on ne va pas éditer des normes. Par contre, si on peut partager les bonnes pratiques les uns des autres, c'est effectivement dans le cadre de cette animation qu'on pourra évidemment aider à faire ce sujet. Voilà. Bon, l'adresse, évidemment, est un service statistique ministériel, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais peu importe. Mais donc, c'est un service statistique et qui produit déjà un certain nombre de choses qui servent à la feuille de route, parce qu'évidemment, on a évidemment un certain nombre d'enquêtes et de sources qui sont créées. On a une grande utilisateur du SNDS, bien évidemment. On a tout un travail d'harmonisation des enquêtes avec les agences régionales de santé, qui est évidemment un élément important. Et puis, on fait de l'open data, relativement. Je pense que tout le monde peut aller voir le site Open Data de l'adresse avec à la fois des choses sur la santé et côté solidarité, retraite, handicap, etc., etc. Et puis, on a ouvert et on continue à ouvrir des codes sources. Alors là, on a ouvert en fin d'année dernière des codes sources sur des outils de microsimulation. Autour de la trajectoire et d'Autonomix, etc., qui sont plutôt côté solidarité, mais néanmoins, on s'accroche à faire ça et on continuera à contribuer à ce point-là, et bien évidemment avec l'appui évidemment de tous les acteurs, puisque l'adresse n'est pas le seul. Voilà, rapidement, des présentations à la démarche, telle que l'adresse l'a fait. J'espère que je n'ai pas dépassé trop de temps.